Bonjour Olivier Faure. Bonjour Agathe Lambray. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour Agathe. On va vous demander, Olivier Faure, ce que vous pensez du retour du service militaire en France, de l'effort de défense à fournir face à la menace russe. On va parler de votre place à gauche aussi, vous qui vous êtes rendu indispensable sur le budget, ce qui vous vaut des critiques d'ailleurs. Et justement, sur le budget, Sébastien Lecornu veut toujours croire à un compromis, mais il vous met, vous, député, face à vos responsabilités. Il faut que celles et ceux qui veulent avancer arrivent à rompre les ponts et à ne pas se laisser contaminer par les forces politiques qui, elles, promeuvent ce blocage. Nous pouvons y arriver à la condition d'y travailler. Est-ce que d'abord, comme Sébastien Lecornu, vous croyez, Olivier Faure, qu'il y a toujours une majorité pour voter ce budget, que vous pouvez y arriver? Je crois que nous pouvons y arriver, bien sûr. Je crois que nous devons y arriver, parce que ce serait quand même un vrai désastre que de voir un Parlement qui, pour la première fois depuis 57 ans, en fait depuis 67 ans, pardon, depuis 58, eh bien, qui a pour la première fois la possibilité de travailler en liberté, 149.3, n'arrive pas à accoucher d'un budget. Ce serait pour moi, évidemment, un échec collectif. Et je souhaite que nous puissions y arriver, et je pense que nous allons y arriver. Qui dans votre camp bloque ce compromis? Qui? Il y a des gens qui veulent faire dérailler le train, qui pensent que seule la destitution, la démission, la dissolution est une solution. Moi, ce que je vous dis, c'est que tout cela n'a absolument... LFI, au RN. Je pense à LFI, je pense au RN, je pense à celles et ceux qui considèrent qu'en réalité, il vaut toujours mieux chercher le chaos plutôt que chercher la solution. Or, je crois que les Français aujourd'hui attendent de nous non pas que nous cherchions à faire justement dérailler le train, mais au contraire à le mettre sur les rails, à permettre au pays d'avoir un budget à la fin de l'année qui permette eh bien, tout simplement de payer les fonctionnaires, de faire en sorte que les entreprises qui ont besoin de la commande publique puissent planifier leur plan de travail, puissent aussi tout simplement pour les associations se demander comment elles vont être financées. Bref, nous avons besoin de faire avancer le pays et je pense que nous allons y arriver. Donc quand Emmanuel Macron dit qu'il a bon espoir que les forces parlementaires trouvent un compromis sur le budget, vous lui répondez, vous aussi, vous avez un bon espoir là-dessus. Je le souhaite, mais pas à n'importe quelle condition. Mais je regarde ce qui s'est passé sur la loi de financement actuellement pour que les gens comprennent, parce que c'est très confus. Oui. Eh bien, il y a deux discussions qui sont des discussions parallèles. Une discussion sur le budget de l'État, une discussion sur le budget de la sécurité sociale. Avec la réforme des retraites dedans. Sur la sécurité sociale, nous avons beaucoup avancé. Il y a bien sûr la suspension de la réforme des retraites, mais pas seulement. Nous avons réindexé les pensions de retraite, réindexé les prestations sociales, d'ailleurs les minima, mais aussi toutes les allocations, type allocation familiale. Ça, on en a beaucoup parlé, mais sur le budget, en revanche, Olivier Faure, les députés ont rejeté quasi unanimement le volet recettes. Un seul député a voté pour sur 577. Donc ça paraît absurde presque aujourd'hui d'imaginer que vous allez trouver un consensus sur le budget. Personne n'est d'accord. Mais il ne s'agit pas de dire que nous allons trouver un consensus. Il n'y aura pas, à la fin, des gens qui seront totalement heureux de ce budget. Il ne sera ni de droite ni de gauche. Il sera hybride, forcément. Il y aura des sujets sur lesquels les uns auront avancé, les autres sur d'autres sujets, mais nous n'aurons pas ce que nous souhaitons les uns et les autres. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour quiconque. Est-ce que la nouvelle méthode esquissée par Sébastien Lecornu hier posait 5 thèmes de discussion, notamment les finances publiques, la réforme de l'État ou la défense, et demander ensuite aux formations politiques de se positionner, ça va dans le bon sens pour vous? Il lance une nouvelle série de consultations. Quelle est la position du PS? Est-ce que vous êtes partant pour participer? Oui, moi je suis toujours partant pour le débat, parce que je crois que ce serait une folie que de refuser que le Parlement joue son rôle. Et donc, s'il y a 5 débats comme il les a proposés, j'y participerai. Je pense qu'il en faudrait d'autres en réalité. Je pense que par exemple sur la question de l'environnement, il y a un sujet qui n'est pas évoqué et qui est un sujet central à un moment où on parle de réchauffement climatique. Quand on constate un réchauffement climatique, je pense que la question des jeunes devrait être aussi mise sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup parlé des retraites, beaucoup parlé des pensions, beaucoup parlé des abattements dont les retraités disposent aujourd'hui. Nous avons parlé de beaucoup de sujets, mais il faut aussi qu'on parle des plus jeunes.
jeunes, de la façon dont ils se logent, c'est ça Oui, mais c'est pas les thèmes posés par le Premier ministre. Est-ce que Sébastien Lecornu, veut piéger les députés en mettant ces sujets sur la table et en poussant les partis à se positionner? Et je ne le crois pas. Je pense qu'il est nécessaire de remettre un peu de visibilité. Mais ce que je dis, c'est que les sujets qu'il a fixés sont des sujets d'intérêt national, mais il y en a d'autres qui sont aussi très importants et qu'il faudrait évoquer. Et je ne voudrais pas que on soit uniquement sur le terrain que le Premier ministre a fixé. Je veux que, par exemple, on parle effectivement d'environnement et de jeunesse, pour prendre ces deux exemples-là. Est-ce que vous ne vous êtes pas coincé tout seul en exigeant le non-recours au 49.3 qui vous serait bien utile aujourd'hui pour faire valider les avancées que vous avez fait voter? Utile à quoi? Utile à contraindre le Parlement? Mais moi, je ne veux pas être contraint. Je pense que nous avons une responsabilité. Alors évidemment, à nous d'être suffisamment intelligents pour trouver comment elle s'exerce. Mais je ne suis pas du tout favorable au retour du 49.3. Nous sommes le seul pays. Qui est un oui, nous sommes le seul pays européen. Oui, mais Agathe, nous sommes le seul pays européen à disposer d'un 49.3. Pourquoi donc est-ce que ce que les autres pays arrivent à faire, nous n'arriverions pas à le faire ici en France? L'Assemblée est complètement bloquée. Vous en finissez plus. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Mais je viens de vous montrer que sur le PLFSS, nous avons beaucoup avancé et que nous avons montré qu'on pouvait effectivement, parce que les majorités que nous trouvons, ce ne sont pas des majorités qui sont simplement liées au seul PS. Nous ne sommes que 69. D'accord, sauf que là, vous avez fait un texte incohérent qui ne satisfait personne et tout le travail des députés, dont le vote, risque de passer à la poubelle, là, aujourd'hui, au moment où on se parle. Qu'est-ce qui va passer à la poubelle? Tout le travail, si vous ne vous mettez pas d'accord, notamment avant le 23 décembre. Ah mais c'est pour ça qu'on va se mettre, enfin j'espère qu'on se mettra d'accord. Et ce serait là aussi une folie que de dire, je reprends l'exemple du PLFSS, où nous avons remis 1 milliard de plus sur l'hôpital. Si nous n'y arrivions à rien, ce sera des ordonnances. Les ordonnances, ça me conduira à quoi? Il y a une note du secrétariat général du gouvernement qui date d'1 an et qui dit que si il n'y a pas de possibilité de conclure, ce sera à ce moment-là la loi, enfin le projet de loi initial du gouvernement, donc le musée des horreurs, qui sera en fait le sujet de l'ordonnance. Mais quel est le parlementaire qui pourrait choisir sciemment de revenir à une copie que nous avons tous réprouvée? Alors donc, pourquoi vous ne vous mettez pas d'accord avec Sébastien Lecornu? Pourquoi vous n'assumez pas certaines voix à gauche, au Parti socialiste, assume? Je vous cite par exemple le socialiste Laurent Baumel dans Le Monde. Il dit: il faut un deal entre macronistes, socialistes, écologistes et communistes, un compromis direct, une négociation. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ce deal? Mais ça dépend de ce qu'on appelle deal. Moi, je ne veux pas qu'on crée la moindre confusion. Je suis dans l'opposition. Sébastien Lecornu gouverne. Mais ça ne vous empêche pas de vous mettre d'accord sur des sujets. Mais ça n'empêche pas de se mettre d'accord sur un budget. À un moment de dire, voilà les conditions à partir desquelles on peut avancer. J'en fixe une, par exemple. On va parler beaucoup de défense, puisque le Premier ministre souhaite qu'on en parle. Et il a raison. Nous devons nous mettre d'accord sur ce que le pays est prêt à faire pour assurer sa propre défense. Il y a notamment dans la question budgétaire la question de l'augmentation du budget de la défense. Je suis favorable à cette augmentation. Je suis favorable à l'idée que les Européens doivent être maîtres de leur destin et ne plus dépendre de Donald Trump. J'y suis parfaitement favorable. Mais ce que je crois aussi, c'est que quand on parle de patriotisme, ça ne peut pas être le patriotisme des seules classes moyennes et populaires. Les milliardaires doivent payer. Et donc, il faut que dans le débat que nous avons déjà eu, il faut lier le fait qu'aujourd'hui, nous avons un effort de défense conséquent à opérer et que celles et ceux qui ont les plus grandes fortunes, les plus grands patrimoines, y contribuent très largement. Bruno Retailleau, qui sera à votre place demain, disait dimanche aux Parisiens: le PS a mis la main sur le gouvernement alors que la France n'a jamais été autant à droite. Son premier secrétaire, c'est le Premier ministre. Olivier Faure décide, Sébastien Lecornu, lui, s'exécute. Est-ce que c'est vrai ? J'aimerais tellement que ce soit vrai. Mais c'est absolument faux. La preuve, c'est que nous n'avons pas réussi sur la première partie du PLF. Et ça n'empêche pas qu'il y a des discussions. Et vous avez une relation spéciale avec le Premier ministre depuis quelques semaines. C'est pas spécial. Je dis que la relation est fluide. C'est-à-dire que quand nous avons besoin de nous appeler, nous nous appelons. Est-ce que j'assume le fait de discuter avec le Premier ministre de la France? La réponse est oui. Est-ce que je pense qu'il est normal même de se parler? La réponse est encore oui, parce que quand il n'y a pas de majorité et quand il faut faire en sorte que ce pays ne soit pas un pays bloqué, eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de parler au-delà des frontières classiques. Et vous avez prévenu Sébastien Lecornu qui ferait ses annonces hier? Il m'avait prévenu qu'il parlerait hier. Donc vous échangez avec Sébastien Lecornu en amont de sa stratégie?
Il arrive qu'on se parle régulièrement et qu'on se dise comment nous voulons avancer. Et ça n'est pas anormal. Enfin, imaginez quand même que ce soit la situation inverse et que nous ne parlions pas du tout, que tout soit en fait bloqué de notre propre fait. Nous avons le devoir, l'un comme l'autre, de faire en sorte que ce pays puisse sortir de toute situation de blocage. Quel est l'intérêt pour quiconque, à part pour ceux qui cherchent un chaos qui On vous entend, mais vous n'assumez pas non plus totalement un accord. Bruno Retailleau, pour rebondir sur la question de Paul. Je ne veux pas que l'on puisse penser un seul moment que la droite et la gauche, c'est la même chose. Je pars d'un point de vue qui est le point de vue d'un homme de gauche, il part d'un point de vue qui est un point de vue d'homme de droite, et parfois, nous avons, sur le PLFSS par exemple, réussi à faire la démonstration qu'à un moment, le compromis est possible. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le pays est de plus en plus à droite, qui est la première partie de l'affirmation de Bruno Retailleau, et Bruno Retailleau qui sera à votre place demain, donc sera à votre place, qu'est-ce que vous lui dites? Quel message politique vous lui laissez? Mais je suis inquiet pour Bruno Retailleau. Parce que comment est-ce qu'il compte? Lui, il compte la droite et l'extrême droite ensemble. C'est-à-dire qu'il considère que la droite et l'extrême droite, c'est la même chose. Oui, il considère que le pays est de plus en plus à droite. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord? Il considère que la droite et l'extrême droite, ça fait un bloc et que c'est un bloc qui s'oppose à la gauche. Moi, jusqu'ici, je me rappelle que cet homme-là a été chiracien. Eh bien, je me rappelle que Jacques Chirac n'avait jamais considéré que la droite et l'extrême droite c'était identique. Je constate, malheureusement, je vois bien ce que dit Laurent Wauquiez, je vois ce que dit Bruno Retailleau, je vois qu'eux-mêmes considèrent désormais que la droite, ça va de Gérald Darmanin jusqu'à Sarah Knafo, donc jusqu'à Reconquête, jusqu'à Éric Zemmour. Mais évidemment, cette conception-là est une conception dangereuse parce qu'elle opère une fusion progressive, d'abord idéologique, puis demain électorale, entre la droite et l'extrême droite. Olivier Faure, dans un instant, quelle est la position du Parti socialiste sur un retour du service militaire? Mais tout de suite, il est 8h45 et c'est l'info en 1 minute avec Théo Metton-Régimbaud. Emmanuel Macron appelle à ne pas se montrer faible face à la menace russe dans une interview sur RTL ce matin. Il participera à la réunion de la coalition des volontaires cet après-midi, les alliés de l'Ukraine, alors que le pays a été massivement bombardé la nuit dernière. Une femme est tuée toutes les 10 minutes par un proche dans le monde, selon les chiffres de l'ONU en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cela représente 50 000 femmes dans le monde l'an dernier. Le détenu qui a obtenu une permission de sortie provoquant la polémique ce week-end a bien regagné le quartier de haute sécurité de la prison de Vendin-le-Vieil hier soir. Une sortie pour préparer sa réinsertion selon son avocate. Brigitte Bardot, de nouveau hospitalisée à Toulon depuis plusieurs jours, rapporte ici Provence. Ex-France Bleu, l'actrice de 91 ans avait déjà été hospitalisée mi-octobre. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, on parle de défense et de retour du service militaire. Paul. Exactement. Le chef de l'État confirme ce matin sa volonté de réintroduire un service militaire basé sur le volontariat. Il le fait chez nos confrères d'RTL. Il est très important qu'un maximum de nos compatriotes comprennent ce que sont nos armées, comment ça marche, participent à la réserve que nous avons aussi mis en place et qui est très importante parce qu'elle apporte des compétences à nos armées. Et c'est dans ce contexte-là qu'on prend plusieurs initiatives, dont celle de la transformation du service national universel vers une nouvelle forme. Que pensez-vous de cette annonce, monsieur le premier secrétaire du Parti socialiste? D'abord que le SNU a été un fiasco et donc il est logique que le chef de l'État cherche à le transformer, que le service militaire est un élément de la dissuasion. Et que en soi, ça ne peut pas être reproché. Simplement, quand on a un service national, un service militaire volontaire, on sait aussi que ce sera, contrairement au service d'autrefois, qui brassait les populations, qui brassait les enfants des villes, les enfants des villages, de la haute et puis des classes populaires, eh bien, ce ne sera pas le cas. Ce sera en fait un service militaire qui sera essentiellement proposé à ceux qui sont dans des situations moins enviables. Si on va au bout de votre logique, Olivier Faure, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut aller plus loin. Raphaël Glucksmann, à votre place hier, disait il faut aller encore plus loin et mettre en place un service militaire ou civique obligatoire. Vous dites banco?
Il faut que Non, ce soit je ne dis pas obligatoire. banco, parce que la réalité, c'est que nos armées, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le service militaire a été supprimé à l'époque de Jacques Chirac, c'est parce que nous avons aujourd'hui des militaires qui sont de vrais professionnels et que personne n'imagine demain qu'on partira au combat simplement avec un FAMAS et que celles et ceux qui feront demain leur service militaire ne seront pas appelés à utiliser les engins les plus techniques, à piloter des drones ou à piloter des missiles. Donc, Sauf que l'armée vous répond qu'ils sont 200 000 militaires d'actifs, 47 000 de réserve et qu'ils ont besoin de troupes. ils ont besoin de troupes. C'est pour ça que je vous ai pas dit que j'étais totalement opposé. Je vous dis simplement que ça ne remplit pas complètement sa mission, mais c'est un élément de la dissuasion et laisser penser que c'est une nation entière une nation civique justement, qui se met au service de sa défense, c'est un élément de la dissuasion et à ce titre, c'est un élément important dans un moment où nous savons que la dissuasion doit être restaurée pour empêcher demain des conflits. Si on veut la paix, il faut l'armée. Donc Olivier Faure, vous ne faites pas partie de ceux qui, à gauche, se sont offusqués des propos du chef d'état-major des armées qui a estimé au Congrès des maires de France que face à la menace russe, le pays devait accepter de perdre ses enfants. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a critiqué des préparations guerrières décidées par personne. Vous dites que vous êtes lucide, il y a une menace et il faut... Il y a une menace. Après, est-ce que le chef d'état-major des armées a eu la bonne expression? Je serais plus mesuré. Je pense que c'est pas utile d'aller devant des maires et leur expliquer, des maires MAIRES, mais qui vont voir des maires de famille aussi, et leur dire que demain, leurs enfants vont être appelés à mourir sur le champ de bataille. C'est pas tout à fait le cas. Nous sommes en paix, nous devons le rester, et il faut se féliciter du fait que ces jours-ci, la diplomatie retrouve aussi ses droits, même si c'est imparfait, même si on est très loin du but, même si le plan de Donald Trump en Ukraine est un plan qui est un plan de reddition plus qu'un plan de paix. La réalité, c'est qu'à nouveau, on se parle, et on se parle de paix, et ça, c'est un point positif. À propos du plan de Donald Trump, les Européens essayent de le convaincre d'aller vers un plan qui serait plus favorable à l'Ukraine. Vous vous opposez beaucoup à Emmanuel Macron, vous le critiquez, mais sur ce sujet, sur le sujet du soutien à l'Ukraine, est-ce que le président est à la hauteur, et à travers lui, est-ce que la France est à la hauteur, selon vous ? Ce qui est sûr, c'est qu'il a raison de soutenir l'Ukraine et d'avoir, avec les Britanniques, mis en place cette coalition des volontaires. Ce que chacun a peut-être négligé, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est la sécurité d'un continent et pas simplement l'avenir d'un seul pays. Et la résistance ukrainienne aujourd'hui, c'est la résistance de l'Europe entière. On passe à l'union des gauches au pluriel. Les socialistes, les écologistes, les anciens insoumis se sont mis d'accord sur le principe d'une primaire à l'automne 2026. Raphaël Glucksmann était notre invité hier. Les partisans de cette primaire ne vous donnent même pas le même périmètre. Quand j'écoute certains, j'entends que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise sont invités à cette primaire. Par ailleurs, je vais vous dire, à l'automne 2026, Jordan Bardella ou Marine Le Pen seront en campagne et parleront aux Français. Et nous, on parlera entre nous. Raphaël Glucksmann vous répond non, merci pour la primaire. Comment allez-vous essayer de le convaincre ce matin ? Tout simplement, je suis un démocrate et je vois qu'à ce stade, personne ne s'impose, ni à gauche, ni à droite, et que le risque que nous prenons toutes et tous, c'est de voir l'extrême droite arriver au pouvoir. Quel meilleur moyen, quel meilleur tremplin que d'avoir l'onction du suffrage universel, d'avoir des millions de gens qui se déplacent et qui vous choisissent pour être l'incarnation de leur projet, de ce qu'ils pensent le plus souhaitable pour le pays. Il y a quand même Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon qui dépassent les 10% dans les intentions de vote pour la présidentielle, et vous, d'autres personnes qui sont entre 2 et 5%. Donc il y a quand même des gens qui se distinguent un entre peu. 5 et 7, mais peu oui, importe. Pour vous, oui. Mais vous, c'est plutôt 5%. Je n'ai jamais dit que j'étais candidat. Donc en fait, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'à un moment, on pense qu'on doit chercher la victoire et chercher à rassembler? Avec qui veut-on gouverner? Moi, je ne sais pas comment on fait pour expliquer qu'on veut s'imposer. Enfin, il faut en finir avec cette forme
jupitérienne du pouvoir. Il faut qu'on arrête, et que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Raphaël Glucksmann, que chacun comprenne que les Français en ont assez soupé des gens qui se prennent pour l'homme ou la femme providentielle. Raphaël Glucksmann, il se prend pour Jupiter et pour l'homme providentiel? Non, je dis simplement c'est ce que vous venez de dire. Non, je dis que les Français n'en peuvent plus et qu'ils ne veulent pas des gens qui viennent et qui disent c'est parce que c'est moi. Donc c'est pas parce que c'est moi, c'est parce qu'à un moment on est choisi. Et ce que je ne comprends pas, c'est quand Raphaël Glucksmann explique très tranquillement que il ne vient pas parce que la primaire peut un jour être une primaire avec Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon, il nous a déjà dit qu'il irait à l'élection présidentielle et que jusqu'ici, Raphaël Glucksmann avait dit « Je ne viens pas parce que je ne veux pas être amené éventuellement à soutenir Jean-Luc Mélenchon ». Donc il est de mauvaise foi pour vous, Raphaël Glucksmann? Mais sur ce plan-là, il l'est parce que en réalité, il sait très bien que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas dans cette primaire. Cette primaire, elle mettra en concurrence des gens qui viennent du Parti socialiste, des écologistes, j'espère des communistes, mais des Marine anciens Tondelier insoumis appelle Jean-Luc Mélenchon à participer. Donc mais il ne viendra pas. Il faut acter le fait à un moment que Jean-Luc Mélenchon est en campagne, qu'il va utiliser les élections municipales pour être en campagne dans toute la France et que de toute façon, il ne sera jamais le candidat de ce Front populaire 2027 que nous essayons de mettre en place. Et il a déjà commencé dimanche à Aubervilliers avec son galop d'essai sur les municipales. Pourquoi, Monsieur Faure, pourquoi êtes-vous capable de tous vous réunir à Marseille pour la marche blanche contre le narcotrafic et incapable de vous unir pour votre camp, la gauche, et pour la France? Pourquoi vous êtes incapable de vous unir? Mais Paul Larouturou, je viens de vous dire exactement le contraire. Je viens de vous dire que moi, j'y suis prêt. Je pense qu'à un moment... Vous pouvez pas être tout seul. Et vous voyez bien que... oui, mais enfin, il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Donc, je vous dis que je pense que nous avons un intérêt évident parce que qui pourra se regarder dans un miroir lorsqu'il se sera rendu coupable involontairement, bien sûr, mais enfin, quand même, puisqu'on le sait, ce ne sera pas complètement involontaire, on ne sera pas au second tour. Et on laissera Jordan Bardella l'emporter au deuxième. Est-ce que quelqu'un pourra un jour, ensuite, se regarder dans un miroir en se disant « c'était normal parce qu'il fallait que ce soit moi ou personne, mais moi ou personne, ça donne personne ». Voilà, c'est ça le problème. Olivier Faure, vous évoquez les municipales. Contrairement aux dernières municipales, LFI, cette fois, compte investir des candidats dans plus de 500 communes, notamment dans vos villes. LFI qui prétend que vous ne pourrez pas gagner sans ce parti. Est-ce que vous pourrez gagner, l'emporter sans les Insoumis ? Mais vous voyez bien que c'est tout le problème de la France Insoumise, c'est qu'on se demande parfois quel est leur objectif. J'ai lu Sophia Chikirou, dans Le Parisien, expliquer que son objectif, c'est de battre un socialiste. À Paris, notamment. Mais à Paris. Mais enfin, le problème, c'est que je vois qu'ils veulent battre un écologiste à Bordeaux, à Grenoble, etc. Enfin, tout ça relève quand même d'une forme d'imposture. En fait, moi, je ne sais pas. Pourquoi imposture ? Tout simplement parce que quand on est de gauche, en fait, on devrait se battre pour arriver à faire basculer des villes de droite à gauche, pas faire tomber des villes de gauche vers la droite, parce que c'est en fait ce qui va se produire si leur seule intention est d'aller chercher en fait à battre socialistes, écologistes, communistes. Et donc la question que je leur pose, c'est de savoir quel est leur objectif dans la vie. C'est être les idiots utiles de la droite ou est-ce qu'ils sont prêts à être au contraire les renforts de la gauche et donc à permettre à la gauche de continuer à gouverner, parce que quand une ville est gouvernée à gauche, eh bien ça veut dire que vous avez parfois les transports gratuits, la cantine gratuite, vous avez la possibilité d'avoir du logement social qui est construit, d'avoir toute une série de politiques publiques qui favorisent notamment la classe populaire. 8h56 sur France Info, c'est l'heure, j'espère que vous l'attendez tous, de la question à retrouver sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, la question qui ambitionne. Monsieur Faure, vous avez échoué à être nommé Premier ministre. C'est pas votre faute, c'est le président qui ne vous a pas choisi. Vous laissez dire aujourd'hui que vous songez à l'élection présidentielle. On vient de parler de la primaire. Quel est votre calendrier ? Avez-vous une deadline ? À quel moment déciderez-vous si vous serez, oui ou non, candidat pour 2027 ? Je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est que le moment venu, il faudra se poser la question de celui ou celle qui est le plus en mesure de l'emporter. Et je souhaite que maintenant, quand vous. Mais c'est pas la langue de bois. Si. Mais non. En fait, la réalité, c'est que moi, je suis de ceux qui pensent que ils n'ont pas à se mettre systématiquement en avant, considérer que c'est eux ou personne, parce que tout ça, ça conduit à ce bal des égos qui est insupportable, qui rend en fait la vie politique totalement toxique, alors que moi j'aimerais au contraire qu'à un moment, on se pose des questions simples. Qu'est-ce que je propose ?
pourquoi je me mets en avant et à un moment, comment est-ce que je fais pour que le choix, le tri s'opère de manière démocratique. C'est la raison pour laquelle je plaide pour une primaire. Est-ce que vous avez le temps de vous poser ces questions, Olivier Faure? Parce que vous, en l'état, donc vous êtes donné plutôt autour de 5% dans les sondages. Quand vous voyez que un dernier sondage Odoxa, par exemple, donne Jordan Bardella élu président, quel que soit son adversaire au second tour, est-ce que vous vous dites pas que vous n'avez pas compris, que vous ne posez pas les bonnes questions à gauche? Qu'est-ce que vous attendez? C'est très, très exactement ce que je viens de vous dire. C'est quand je vois ce sondage Odoxa et je vois que, en fait, même Jean-Luc Mélenchon perdrait à 70% contre, 76% contre 24. 74 contre 26. 74 26. Bon, en fait, même, il faut s'interroger sur cette question-là parce que ça veut dire que quelle est la légitimité qu'on est prêt à accorder à un Jordan Bardella qui serait éventuellement élu président de la République. Il faut se représenter ce que serait le tsunami de cette élection si elle se faisait dans des proportions telles qu'on pourrait donner le sentiment qu'il a en fait carte blanche pour faire tout ce qu'il souhaite. Et donc c'est pour la raison pour laquelle nous devons opérer un barrage qui soit le plus efficace possible et faire en sorte que le moment venu, nous choisissions celui ou celle qui est en mesure de battre Jordan Bardella au second tour. Ça n'est pas rien, mais il faut se poser cette question pour le premier et pour le second tour. Merci beaucoup Olivier Faure d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci Paul, on se retrouve demain. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous sur France Info, je vous retrouve dans Les Informés dans un instant.